Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais simplement démarrer, alors peut-être que ça va être assez facile de faire ça, mais avec beaucoup d'émotion. Non pas pour faire un clin d'œil au groupe Plaisir, mais par rapport de voir comment la famille EPS se mobilise, se réunit avec vraiment dans une communauté intergénérationnelle qui me touche, parce que on voit les années avancer, on voit des jeunes qui prennent le relais, on voit des collègues qui sont là depuis des années, des retraités. Et je trouve ça super d'avoir cette intelligence collective qui se poursuit. Et puis bon, comme tu l'as dit, et je vais être court sur cette présentation personnelle, mais j'ai été prof de PS, j'ai été aussi très marqué par la formation en éducation physique et sportive. J'ai eu la chance d'être dans des collectifs qui m'ont entraîné dans mes premières années, alors que j'étais un jeune prof tout débutant, avec les dilemmes de débutant, les expériences malhabiles d'un débutant qui fait ses pas, ses premiers pas. J'ai eu la chance aussi d'avoir une carrière qui a été boostée par des collègues. L'Académie de Nantes m'a quand même, en termes de réflexivité, beaucoup apporté. L'UFR STAPS de Clermont. Marc Durand, qui est pour moi ma référence par rapport à la façon dont je travaille encore. J'ai encore quelques années avant la retraite, mais en tout cas, c'est une trajectoire qui a été vraiment... qui s'est nourrie d'un certain nombre de rencontres. Et à chaque fois que je reviens vers l'EPS, parce que j'ai un peu quitté l'éducation physique et sportive pour des travaux plus larges, je reviens avec beaucoup d'affection, parce que je vois encore des personnes que je connais, je vois des dynamiques qui se créent, et quand la famille est touchée par rapport à des méfiances ou défiances vis-à-vis de l'efficacité de l'éducation physique, je trouve que c'est tout à fait important d'avoir un temps comme ça, de se resserrer et de réfléchir ensemble. Mon discours, mon propos ne sera pas forcément très savant aujourd'hui, c'est une introduction par rapport à la question même du changement de culture, par rapport à la formation initiale et continue, mais plutôt continue, par rapport à la professionnalisation. Et je voudrais vous sensibiliser à ça, et je vais vous dire ces premiers mots-là, puisque je les aurai peut-être pas en fin de présentation si je me fais prendre par le décours temporel. C'est que les profs d'EPS ont certainement des outils essentiels pour pouvoir participer à la transformation du système éducatif. Vous avez cette mission-là, je pense aux plus jeunes, puisqu'on a une formation et on a une pré-professionnalisation qui est quand même assez exceptionnelle par rapport à d'autres disciplines scolaires. On a des concours qui sont orientés vers la professionnalisation, peut-être pas assez, mais bien plus que d'autres disciplines scolaires. Pour ma part, ayant été président de la GREC d'éducation physique externe depuis ces 2 dernières années, pas cette année, mais 2017-2018, on a aussi réintroduit, alors ça va être, j'ai pas de vidéo d'élèves aujourd'hui, mais j'ai œuvré dans ce sens-là aussi, avec d'autres collègues sur les autres concours. Donc on a l'habitude quand même d'avoir des outils d'analyse du travail, des outils qui nous permettent de mieux comprendre les situations d'enseignement-apprentissage, c'est un terme que je vais employer assez souvent, et qui nous donnent, non pas un leadership méprisant, surplombant, mais qui nous donne une place par rapport au système éducatif dans une intercatégorialité où les collègues pourraient s'intéresser aux situations professionnelles, aux situations critiques parfois, aux situations ordinaires du travail enseignant, à des fins au service de la réussite des élèves. Et je pense qu'on a vraiment ces ressources-là, ces outils, et qu'on peut jouer un rôle décisif par rapport à la suite. Voilà. Je voudrais commencer mon propos par ma conclusion quasiment, et je vais maintenant dérouler un propos qui va s'intéresser alors aux théories de l'activité. 2-3 diapositives ou un préambule qui est un tout petit peu technique, mais je ne vais pas aussi rentrer dans le détail. Donc je vous merci François de nous avoir harcelé cet été pour pouvoir produire un texte qui serait largement perfectible, mais c'est assez impressionnant d'avoir directement les actes le jour J. Et en tout cas, les propos de ma conférence sont en partie dans l'article que j'ai pu écrire avec des variations. Voilà, je voudrais aussi vous entendre, avoir des réactions, je vais essayer de tenir le temps. Le travail qui me semble prédominant dans ce qui m'anime depuis des années, c'est de comprendre l'activité du point de vue des acteurs, c'est-à-dire du point de vue des enseignants d'éducation physique. Mes premiers travaux étaient sur l'expérience des enseignants débutants en éducation physique, mais aussi, pourquoi pas, l'expérience des pilotes, l'expérience des chefs d'établissement, des inspecteurs, mais aussi des élèves. Et il me semble ici, on est dans un métier d'humain, d'interaction humaine,
où il y a une part visible et invisible de l'activité humaine. Et ça paraît être des choses assez évidentes à dire comme cela, mais d'un côté, il y a un enchaînement de l'activité qui se déploie dans des contingences particulières, mais qui en même temps fait expérience avec des éléments qui caractérisent même l'activité et l'expérience. L'activité, elle est à la fois souvent automatique, implicite, enchâssée dans l'action et faiblement consciente. Et que le travail que l'on mène dans ces approches de l'analyse du travail au sens d'une tradition d'ergonomie française, et on est assez nombreux à travailler dans ce sens-là, je cite simplement, sans faire ombrage à des collègues que je pourrais, en tout cas, ne pas en tout cas citer ici, c'est par exemple la clinique de l'activité d'Yves Clos, la didactique professionnelle de Pastré. Alors c'est peut-être des choses qui vous semblent complètement étrangères. C'est également le cours d'action de Jacques Theroux qui a été ensuite repris par Marc Durand. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment l'idée qu'un professionnel, un expert de très haut niveau, j'ai eu la chance de travailler avec des arbitres internationaux de foot ou de rugby qui, dans l'action, prennent des décisions, des micro-décisions, sans avoir une conscience claire de ce qui s'est joué dans l'instant. C'est pas de l'ordre de la vacuité ou de la défaillance, mais c'est l'action rapide, urgente, et un prof d'éducation physique ou un prof prend 200 micro-décisions dans une heure, des ajustements. Moi-même, dans ma conférence maintenant, je décide de prolonger, de travailler un peu sur un concept, j'hésite un peu par rapport à la suite. Donc il y a tout un travail qui correspond à une activité invisible, mais qui existe, et dont on peut déployer et rendre compte a posteriori. Non pas pour rendre des comptes, mais pour comprendre la subtilité, l'expertise même qui se déploie dans l'activité humaine. Et lorsqu'on a un champion du monde ou quelqu'un qui est de très haut niveau, il ne peut pas forcément dire facilement son activité. Et il va même dire des bêtises par rapport à ce qu'est réellement son activité. Et cette possibilité de lui donner des conditions favorables au déploiement, c'est une façon de mieux comprendre soi-même son activité et éventuellement de se proposer de nouveaux horizons pour agir. Je vais faire un peu vite, mais c'est donc une activité qui, en plus, en classe, est masquée. On peut avoir des élèves qui font semblant d'apprendre. On peut avoir des enseignants qui masquent leurs émotions, qui masquent leurs troubles. Et dans cette scène publique où des choses se jouent, avec parfois des comportements ostensibles et parfois des comportements masqués. Donc l'activité, elle n'est pas insaisissable, et je joue sur l'iceberg ici, mais il faut avoir ces techniques d'entretien, d'analyse du travail, d'ergonome compréhensif pour pouvoir la mettre à jour. Et puis vous le savez aussi, ça fait partie des standards maintenant de l'activité humaine par rapport aux gens qui travaillent sur l'analyse du travail, c'est que l'activité réalisée n'est jamais l'ensemble de l'activité réelle avec tous les possibles qui s'offrent à nous à tout moment. C'est donc une réduction, une simplification, et qu'à partir de là, il peut y avoir des dilemmes, des tensions, et des situations qui semblent dilémmatiques. Un enseignant débutant qui ne parvient pas à contrôler un élève perturbateur et qui voudrait en même temps avancer dans son plan de leçon. Des enjeux qui semblent incommensurables pour lui, de son point de vue d'enseignant débutant. Alors qu'un plus chevronné trouverait des moyens pour pouvoir rendre compatibles des orientations de l'action qui semblent incompatibles. Voilà, donc c'est toute cette richesse-là, de cette activité que je mets en avant par rapport à mes présupposés théoriques. Je vais pas être trop long, je vous renvoie ici à un article qui s'appelle « Dévoiler l'activité apprenante ». On a écrit ça avec Marc Durand et Philippe Verrune dans la revue Dialogue, qui est une revue d'interface intéressante pour nous, même pas d'interface, mais qui est une revue tout à fait intéressante sur ces questions-là. Je vais être très court, pas rentrer dans les détails, mais je voudrais ici poser deux points particuliers, et vous avez ceci un peu plus, en tout cas développé dans le texte d'appui. C'est que l'apprentissage n'est pas l'activité. Alors, si je dis ça de manière un peu triviale, il faudrait prendre du temps pour rentrer dans les détails. L'apprentissage, c'est une auto-transformation de disposition à agir, d'une structure cognitive, perceptive, émotionnelle, mais ce n'est pas l'activité elle-même, mais c'est bien par l'activité, par la pratique, que se déploie l'apprentissage, que se développent ces formes d'auto-organisation qui peuvent être considérées comme des apprentissages. Et ici, ça pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'on fait
faire aux élèves pour qu'il y ait apprentissage, en sachant très bien que la finalité même qui correspondrait à l'apprentissage n'est pas directement identifiable et que ce n'est pas directement la visée même de l'action que déploie l'élève. Donc ça pose une vraie question. Apprendre, c'est systématiquement dans l'action, mais il n'y a pas forcément systématiquement apprentissage lorsqu'il y a action. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et le deuxième point, qui est aussi un point essentiel pour moi, c'est cette approche qui pourrait être déterministe. Je mets en place telle situation d'apprentissage et de fait, ipso facto, de manière presque causaliste, par des chaînes mécaniques, il va y avoir apprentissage. On serait dans du stimulus-réponse, on serait dans une approche où on ne laisserait pas la place à la part de l'élève dans son émancipation, dans sa compréhension de la situation. Et ce qui peut faire sens pour un enseignant peut être totalement en désaccord par rapport à ce que font les élèves ou ce que les élèves ont envie de faire. Vous le savez très bien, toutes ces situations qui nous échappent, où les enseignants s'évertuent à donner des consignes avec des élèves qui ont plutôt des activités clandestines de type éviter l'ennui, mais aussi éviter les ennuis. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, d'autant plus qu'en France, en STAPS, il y a de belles recherches en éducation sur l'expérience des élèves. Il y a des courants, je ne vais pas citer tous les auteurs par rapport à ça, mais l'équipe de Jacques Saury qui travaille sur Nantes, l'équipe de Rennes également, enfin il y a vraiment des belles thèses qui ont lieu actuellement et qui s'intéressent dans le détail sur ces configurations et sur la façon dont on peut repérer l'activité des enseignants et des élèves. Alors, mon propos sera ici de dire que je voudrais que, c'est ça mon challenge en fait, c'est d'arriver à dire qu'on va pouvoir dévoiler ces activités et qu'il faut peut-être, c'est pas simplement en formation initiale qu'il faut faire ce travail-là, mais c'est au quotidien dans les salles de classe, dans les gymnases, dans les situations même où se déploient ces activités quotidiennes. Et qu'ici, il faut arriver à comprendre ces faux semblants, il faut peut-être se doter d'outils pour pouvoir comprendre le point de vue des élèves et accéder à leur signification, à l'organisation de leur activité. Donc les situations de convergence où effectivement il y a apprentissage avec une convergence entre les intentions du prof et les réalisations des élèves sont assez fragiles, notamment dans des situations a priori pas forcément scolaires. C'est ces points-là qui m'intéressent de développer maintenant. Alors, je vais faire un peu court, non pas... Je suis administrateur provisoire de l'Institut français de l'éducation avec un nouveau programme et je souhaite en tout cas le poursuivre et le piloter pendant les années à venir. J'aimerais dire que depuis des années, mon travail venant des STAPS et des sciences de l'éducation m'a permis de développer des plateformes nationales. Alors peut-être que certains découvrent, et que pour d'autres ce sont des éléments qui existent déjà. Je voudrais simplement montrer un peu ce panorama, puisqu'ici il y a une sorte de transformation même de mon activité de chercheur qui montre l'importance de ne pas être simplement focalisé sur les enseignants, mais aussi de repérer régulièrement ces moments de rencontre entre les enseignants et les élèves, les enseignants et les étudiants. Néopass Action, c'est 2010. Alors c'est très vieux pour certains, c'est juste hier matin pour d'autres. C'est un moment où on a voulu montrer en France ce que c'était que le travail réel des enseignants. Et là aussi, en termes de formation, et je parle aussi par rapport aux standards du ministère, par rapport à l'inspection générale, de montrer de l'activité ordinaire, qui ne soit pas de l'activité exceptionnelle, modélisante, ça posait problème. On a toujours tendance à vouloir identifier les bonnes pratiques. Y a-t-il des bonnes pratiques systématiquement? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des contingences même qui font que les pratiques sont à relativiser? Et donc cette plateforme qui s'appelle Néopass Action, où on voit un jeune prof agrégé d'allemand chahuté dans la classe et qui au bout de quelques mois trouve des solutions pour agir, c'est pour moi montrer du développement professionnel. Et c'est postuler que, en montrant du développement professionnel, ça peut permettre à des jeunes enseignants de s'autoriser à s'engager eux-mêmes dans une démarche de transformation de leur activité. 1300 vidéos, plus de 100 000 abonnés, c'est pas suffisamment, mais par rapport aux 800 000 enseignants en France, c'est quand même déjà un premier pas. C'est le point de vue des enseignants qui nous intéressait, avec le postulat que d'identifier le monde des experts en éducation physique ou dans d'autres matières, ça ne suffisait pas. Il était nécessaire de se focaliser sur le monde des enseignants débutants et de les accompagner dans un processus de proche développement. Je vais beaucoup plus vite. Depuis 2017, on développe
des ressources sur les enseignants à l'université pour mieux accompagner ces enseignants dans le supérieur. Vous le savez très bien, un cours magistral classique, pas d'interactivité. Qu'est-ce que la classe inversée? Qu'est-ce qu'un cours avec boîtier de vote? Qu'est-ce que du asynchrone ou du synchrone dans des situations qui pourraient être hybrides avec du présentiel et du distanciel? Ça nous a intéressé de s'attacher vraiment à ces questions-là. Et cette fois-ci, c'est là où je voudrais montrer la démarche que j'emploie, c'est d'avoir systématiquement le point de vue des étudiants et le point de vue de l'enseignant sur des moments précis. Ce sont des études de cas, mais qui mettent en avant le double point de vue. Et je vous demande de faire simplement le transfert par rapport à vos propres situations ou de repérer dans vos situations en éducation physique des moments où on s'intéresse à voir les intentions du prof, mais aussi de ses élèves à ce moment-là particulier. Donc pour nous, c'était ça la nouveauté. Alors que dans notre première ressource, on n'avait pas été capable de conduire des enquêtes suffisantes pour les élèves, là, le point de vue des étudiants est essentiel. Depuis quelques années, je travaille sur ce programme de vidéo-formation en Équateur, au Bénin, au Chili, en Belgique, où on a des collègues qui ont réemployé nos formats, nos méthodes et nos analyses pour pouvoir mettre en place dans des pays avec ces études comparatistes très intéressantes, de voir un Indien Quichua mettre en place de la vidéo-formation, puisque pour lui, il n'y a pas d'école à 3000 mètres. C'est passionnant de voir aussi la façon dont ces standards-là peuvent servir au niveau international. Nous avons également développé des ressources sur le décrochage scolaire, je vais vite. Depuis un an, avec Cyril Gaudin de Limoges, nous développons une ressource, une plateforme Pass étudiant pour être cette fois-ci dans le monde même des étudiants de première année, ceux qui décrochent, ceux qui ont devant eux une cabine de pilotage complexe avec ses boîtiers de vote, le discours de l'enseignant, le diaporama, l'interactivité, les réseaux sociaux qui le perturbent ou le titillent. Et heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de match, enfin si, il y a un match, mais pas le plus important. Voilà, toutes ces activités périphériques qui peuvent venir ici perturber la situation. Ce sont des situations impensées, non pensées, sans préparation préalable, et il nous semble essentiel de pouvoir travailler au plus fin, au plus près, pour repérer de la partageabilité, je dis mal, de la typicalité, pour aider, accompagner ces étudiants et éviter le décrochage énorme en France, une gabegie énorme en France par rapport à ces situations-là. Et depuis cette année, nous travaillons avec les inspecteurs débutants et les chefs d'établissement débutants pour les accompagner dans leur nouveau métier. Donc vous voyez qu'ici, c'est tout un programme de compréhension fine des activités pour en faire des ressources de vidéo-formation qui vont servir soit directement aux acteurs pour s'acculturer et mettre en place des processus de professionnalisation, soit éventuellement envisager de construire des ressources pour que des formateurs s'en emparent d'un point de vue, cette fois-ci, dans une formation académique. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que c'est le travail, ce travail-là, finalement, il essaye de s'intéresser donc, d'utiliser la vidéoformation comme un outil et faire en sorte qu'on crée une bascule, et c'est ça mon rôle à l'Institut français de l'éducation, pour qu'il y ait un changement de culture de la formation continue. Ce n'est pas gagné. On est encore dans un système éducatif français très pyramidal, très hiérarchique, très vertical. Et le but, alors je parle à des profs d'EPS, et là je suis complètement décalé, puisque s'il y a un métier dans lequel les activités sont partagées, sont collectives, c'est bien l'éducation physique. Nous avons une capacité à travailler ensemble, à mettre en place des co-interventions, des co-évaluations. En fait, c'est des lesson studies. J'arrête pas d'essayer de développer cela dans les établissements et dans les territoires, au niveau académique ou au niveau local. Rompre l'isolement professionnel. Faire en sorte que les collègues se remontent les manches pour pouvoir travailler ensemble sur le décrochage de certains élèves, sur la participation active ou non d'autres. C'est faire en sorte qu'on crée dans ces espaces, dans ces tiers-lieux, des vidéolabs au sein des établissements scolaires. Bien sûr qu'il va falloir de la recherche pour savoir les effets générés par rapport à ce type d'organisation. Et l'organisation française ne nous permet pas encore, jusque-là, de pouvoir mettre en place ce type de fonctionnement. Donc c'est pour qu'il y ait du développement professionnel continu tout au long de la carrière. Il n'y a pas que les jeunes enseignants qui ont besoin d'être formés, mais ceux qui sont à la limite du décrochage, vous savez, ces notions de déprofessionnalisation.
de saturation, de sclérose précoce par rapport au métier. Et peut-être que vous, ici, vous vivez ces moments-là, ces doutes identitaires par rapport à là où vous en êtes de votre carrière, ce rebond possible en changeant de métier, en ayant d'autres fonctions. Est-ce qu'on peut devenir, comme ceci en France, facilement teacher leaders, avoir d'autres fonctions dans l'établissement? Est-ce qu'on passe facilement d'une... Et je pense que pour moi, c'est des magnifiques parcours professionnels, mais qu'on ne se donne pas les moyens, en France, de développer cette formation qui serait professionnalisante et reconnue par l'institution. Donc ça oblige, et je vais rentrer un peu dans les détails maintenant pour ne pas être trop général, à développer une éthique dans les établissements pour pas qu'on ait des super chefs et des gens qui montrent la norme. On ne va pas faire de la vidéo-formation, enfin, on ne va pas faire de la vidéo-surveillance prescriptive, mais on va essayer d'accompagner les collègues à partir de là, intergénérationnel. On va essayer donc d'être plus dans l'efficience que l'efficacité, si vous me permettez cette différence-là. L'efficacité par rapport à la réussite des élèves, l'efficience, c'est peut-être également par rapport à ce que ça coûte en tant qu'agent de l'État, en tant que travailleur dans la situation. Et durer dans le métier, c'est une question de journée. Dans mes premiers travaux, je regarde les collègues de Clermont, j'avais mis des cardiofréquencemètres sur les jeunes collègues en STAPS et on voyait que dans les régions parisiennes, leur pulsation cardiaque était de l'ordre, pour quelqu'un qui avait un pouls à 60 pulsations minutes, de l'ordre de 114 pour 1 heure. Fois 6 heures, ça fait un joli footing, ma foi. Donc, durer dans le métier, c'est comprendre les configurations dans lesquelles on s'éprouve, on s'use, mais c'est également comprendre qu'est-ce qui marche auprès des élèves sans tomber dans la facilité, en ayant toujours un niveau d'exigence. C'est donc, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nouveaux espaces, nouveaux outils, nouvelles méthodes. Alors, globalement, le travail que j'essaye de mener, c'est de partir de ces collègues débutants ou des collègues au milieu de leur carrière, où on peut mobiliser l'activité tierce, c'est-à-dire toutes les vidéothèques et en éducation physique, des collègues comme Lionel Roche, Nathalie Gall-Petitfaux ont travaillé sur des espaces qui permettent en tout cas d'identifier des situations professionnelles. De la vidéoformation, c'est-à-dire c'est aussi une façon de réfléchir à son métier par procuration, sans être directement immergé dans la situation, d'anticiper et de voir d'autres agir comme soi-même. Mais c'est aussi peut-être s'engager dans des démarches d'auto-enregistrement pour s'approprier sa propre image, ce qui est toujours parfois, ou un peu, à moins d'être complètement narcissique, un peu désagréable, comprendre la portée de son activité professionnelle, et puis peut-être envisager des moments de débriefing qui peuvent être individuels, c'est-à-dire en binôme, ou au contraire de manière collective. Ça donne par exemple, et j'ai beaucoup travaillé sur ce type de matériaux, où vous pourrez avoir des textes pour les gens intéressés. On peut aller filmer l'activité d'un collègue. J'ai des collègues profs de PS qui participent dans plusieurs laboratoires que j'ai, où grâce aux tablettes, aux smartphones, à ces traces d'activité, l'idée n'est pas du tout de faire de la belle qualité d'image, on s'en fiche là, ce sont des traces d'activité audio. Quand je travaille actuellement avec les inspecteurs ou les chefs d'établissement, je me promène avec une caméra ou un appareil le long du bras. Le but, c'est de ne pas voir de profil d'élève et puis de pouvoir replonger les acteurs dans la situation qu'ils viennent de vivre. Ici, c'est co-décrire l'activité par rapport à un point professionnel. Ça pourrait être la mise au travail de tous les élèves, ça peut être des questions même de didactique, de moments de restitution, d'un moment de consigne. Voilà. Donc on peut repérer des moments qui posent problème dans son activité, accepter avec humilité de dire où ça ne va pas, ce qui marche moins bien, ne pas être jugé, et considérer que les traces que l'on va pouvoir partager, ce sont des traces de l'activité qui peut être dépersonnalisée, dépersonnifiée, pour sortir de la culpabilité ambiante d'un métier où on ne dit pas suffisamment les choses. Explicitation des intentions, co-estimation de la pertinence, éventuellement du ratio efficacité-efficience, et puis recherche de solutions conjointes. Quand, dans un établissement scolaire, avec une quinzaine de collègues qui comprennent l'éthique de ce travail-là, on met les gens au travail, j'en ai les frissons de voir la culture qui se construit, de voir l'enrichissement des cultures scientifiques différentes, d'un prof d'histoire géo, d'un prof de PS, d'un prof de maths, qui viennent ici et qui contribuent à construire cette culture commune plus solidaire qui n'existe pas dans les établissements. J'ai beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà, venons quelques instants sur Seine-Saint-Denis, Garcia Lorca, Stade de France. J'ai travaillé presque une dizaine d'années avec eux. C'est là qu'on a construit nos premières ressources de Néopass Action. Vous avez ici, alors je voulais faire une animation pour montrer un peu, je fais assez rapidement.
une formatrice éducation prioritaire, une débutante de Rennes qui a 2 mois, qui est prof d'anglais, des professeurs expérimentés qui travaillent depuis des années avec nous, un chef d'établissement et son adjoint, une équipe de recherche, donc l'Institut français d'éducation, avec une caméra plus loin, des nouveaux enseignants, second métier, une documentaliste, une stagiaire SP, un conseiller principal d'éducation et des assistants d'éducation. Toute la communauté éducative est là, dans ces moments de rencontre. Alors, waouh, il va falloir qu'une débutante monte son activité devant un chef d'établissement. Ouais. Il y a tout un contrat par rapport à ça, et il y a toute une confiance qui se construit ou non dans la situation. Donc ici, c'est vraiment l'idée de dire qu'on va partir des points de vue des enseignants et des élèves, et qu'on va apprendre de son activité, mais aussi de celle des autres. Je fais un peu vite parce que le temps court, et je viens sur cette toute petite séquence que vous avez dans le bouquin, en tout cas dans les actes, où je fais une lecture qui va être un peu malhabile, mais pour vous montrer le type de teneur de ces situations-là. On est bien sur des situations d'analyse du travail en collectif, un collectif bienveillant. Amandine, qui est une néo-titulaire en anglais, c'est la 5e set que je trouve difficile à gérer. En général, quand j'arrive, je suis stressé. Une assistante d'éducation, j'ai assisté à un de tes cours, je ne pense pas que les élèves ressentent que tu es stressé. Je te trouve très sévère avec toi-même. Déjà, de son point de vue expérientiel de débutante, elle est très critique avec elle-même. Et on voit qu'ici, la communauté peut être apaisante et non pas culpabilisante. Avec cette classe, j'aboie beaucoup. Les rituels me permettent de ne pas entamer directement le cours pour avoir un laps de temps pour accueillir les retardataires. Mélanie, qui est une professeure de l'établissement, oui, une sorte qui a une fonction d'accompagnement de ses enseignants débutants. Le cours est lancé, l'avion vole, grâce au rituel, ton teacher assistant poursuit le rituel. Et puis ici, on a un élève qui arrive en retard, ce qui est une sorte de tradition dans l'établissement, mais pas seulement dans cet établissement-là, c'est en France. L'élève en retard rentre, mais il n'a pas de public. Tout le monde est tourné vers le tableau. Il n'a pas de public, donc il s'assoit. C'est là la force du rituel. Les retardataires n'arrivent pas à enrayer la machine. On voit ici, alors je le fais très vite, mais on voit une configuration d'activité. On voit comment l'élève qui finalement voudrait avoir une scène publique se trouve hors jeu, puisque l'activité est lancée, que tous les regards sont tournés vers la teacher assistant, et que finalement, même l'enseignante ne prête pas attention à l'élève retardataire. Et puis un autre collègue, un prof de maths, qui dit en plus, le rituel, cela permet de pérenniser le vocabulaire car nous avons des gamins qui ne font pas, etc. On voit ici à la fois la force même d'analyser l'activité qui sert à la fois pour cette prof d'anglais, mais qui sert à tous les collègues qui sont présents dans la salle, qui réinterrogent leur propre activité. J'adore également, j'en fais pas de la démagogie, mais les profs de PS qui, en étudiant ces situations, ont d'autres relations à l'espace, d'autres relations, des configurations à mettre en place et qui sont vraiment à chaque fois, qui contribuent favorablement, très favorablement à ces situations-là. Une autre situation, même si c'est un peu rapide, un collègue prof de maths, tout le monde regarde la vidéo, c'est le 2e extrait, et puis Mélanie arrête à un moment donné, elle dit « Vous notez qu'il n'y a pas d'appel classique en début de cours à chaque fois dans ce que l'on voit. Éviter l'appel en début de cours évitera bien des soucis. » Et là, l'équipe de direction, pourquoi? Là aussi, ça peut être futile, mais c'est quelque part l'équipe de direction qui est là pour comprendre le travail réel des enseignants et qui ne comprend pas pourquoi la prescription qui est la leur ne peut pas être envisagée directement de refaire monter, en tout cas l'appel, les élèves absents à ce moment-là. Mélanie poursuit parce que l'appel, c'est un moment où le prof est accaparé derrière l'ordinateur, à rentrer son code et le nom des absents. Bon, je pense que ça rappelle quelque chose pour vous, même si ce n'est pas directement la situation d'éducation physique. Il vaut mieux lancer le travail et le faire après l'appel, ou demander à un élève de le faire. On a un peu appris en formation à faire l'appel en début de cours, travail prescrit, mais ici à Garcia, différer l'appel et installer en premier lieu les élèves dans le travail, cela peut sauver, donc c'est le travail réel, la priorité c'est le travail. Donc on voit ici, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais il y a des vrais moments d'analyse authentique. Tout le monde contribue à cette analyse-là. Il n'y a pas de jugement de la débutante qui a accepté de montrer cette vidéo-là et de ce collègue qui montre aussi ses hésitations. On peut parler pédagogie. On peut s'intéresser à analyser à nouveau frais les activités. Ce qui permet ici de voir qu'il y a des apprentissages individuels qui peuvent se mettre en place. C'est pour beaucoup de débutants, éventuellement, de repérer le caractère partagé de ces expériences professionnelles, de voir également les potentialités de certaines situations qui sont favorables ou non favorables, les rituels par exemple. Instaurer des rituels en éducation physique. Dans Néopass Action, on a très peu d'éléments même sur l'éducation physique, beaucoup plus avec d'autres plateformes, mais de voir comment cette force du rituel qui permet de lancer l'avion,
de commencer un cours de manière apaisée pour que chacun y trouve sa place et soit rassuré par cette routinisation normale de l'activité. Et puis il y a des gestes professionnels, plus ou moins pertinents, qu'on peut identifier. Et puis il y a des apprentissages collectifs. Vous voyez que dans cette situation intergénérationnelle et intercatégorielle, on a des collègues qui comprennent les écarts entre activité prescrite et activité réelle. C'est tout à fait important que des collègues plus experts reprennent la mesure des difficultés des débutants, parce que ces difficultés-là, ils les ont oubliées, et que c'est souvent des débutants qui sont un tout petit peu plus avancés, expérimentés, qui sont nos meilleurs médiateurs par rapport à ces situations pour pouvoir aider les tout débutants qui peuvent être en difficulté ou non. Il n'y a pas que des enseignants débutants en difficulté, j'ai des enseignants débutants experts qui font vraiment preuve d'une grande cohérence, d'une grande stabilité dans leur activité. Et on voit aussi des coordinations collectives à plusieurs échelles. Vous voyez, par exemple, je fais juste ça comme illustration. Si la chef d'établissement prend la mesure de ce que génère cette injonction de refaire monter dans la première minute les absences, qui est tout à fait pertinent de son point de vue, elle peut favoriser au quotidien, 7 fois par jour, dans certains cas, l'activité des enseignants débutants. Donc là aussi, on peut imaginer qu'il y ait non pas de la mensuétude, mais une sorte de coordination, d'ajustement pour que les procédures utilisées en établissement ne mettent pas en péril l'activité de l'intervention des enseignants. Bon, vous voyez que là, c'est à plusieurs échelles différentes. Alors, ça ne suffit pas tout ça. Là, je vous ai montré simplement, j'illustre un laboratoire et comment je travaille sur la vidéo avec ces collègues-là. Le but, c'est que le chercheur, il s'en aille au bout d'un moment. Il ne peut pas être dans tous les établissements de France. Et bien sûr que tous les métiers à construire en France, ce sont des métiers d'accompagnement, de teacher leaders, de médiateurs, de facilitateurs, et je vais parler des inspecteurs tout à l'heure. C'est de construire des outils, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de mes outils, mais c'est d'analyser l'activité des enseignants. J'ai travaillé sur des simplex, il y a d'autres outils qui permettent de faire les choses, mais aussi de comprendre les situations d'apprentissage. Et ici, de repérer l'activité des élèves, le type de tâches qu'on engage avec les élèves, le type de consignes qu'on donne qui sont plus ou moins explicites avec cette caractéristique en France qui est quand même de faire de l'enseignement assez équivoque. Quand j'invite des chercheurs québécois à venir dans mes établissements de Seine-Saint-Denis, ils disent, bon, finalement, ils viennent avec des gilets pare-balles, hein, surtout par rapport à toutes les difficultés, toutes ces rumeurs sur l'éducation prioritaire, etc. Ils disent, mais finalement, c'est comme chez nous, vous avez les mêmes élèves, les mêmes situations, ça bouillonne un peu, etc. Mais ce qui est quand même assez spectaculaire, c'est de voir vous êtes quand même très peu... Enfin, le prof, c'est à peu près ce qu'il veut faire, mais les élèves ne comprennent jamais ce que veut faire le prof. Et qu'il y a une sorte d'enseignement explicite qui est beaucoup plus marqué, notamment au niveau de la pédagogie universitaire, pour expliquer les règles de jeu, expliquer avec des consignes très claires. Et je pense qu'en France, on est dans ce défaut-là, ou dans un implicite qu'il faut continuer de travailler. Donc, repérer ce que font les élèves, et puis... Là aussi, hein, c'est dans le texte, donc je peux aller assez vite, hein, ça me permet de courir. Il me semble très intéressant de comprendre ce que Philippe Verhune a décrit dans sa thèse et développé ensuite Sciences de l'éduc, Toulouse. Il a travaillé sur ces notions de convergence et de divergence, avec des convergences manifestes, où on voit vraiment que l'engagement de l'enseignant et l'engagement des élèves est complètement synchrone, en phase, et qu'il n'y a pas de doute sur ce que l'on voit. Et même si on mène des enquêtes pour comprendre ce que font les élèves, il y aura en tout cas une confirmation de ça. Donc une sorte de convergence maximale, mais il peut y avoir aussi des convergences à minima, où on a l'impression que du point de vue de l'enseignant, il y a du bruit, ça va pas, ça part, il y a des élèves qui courent, etc. Et qu'en fait les élèves bossent quand même. Et que parfois dans un amphithéâtre, il y a du bruit, et c'est du bruit sur le travail, et c'est du bruit par rapport à l'objet même que je vous propose ici. Donc ce sont des convergences à minima, puisqu'il semblerait que les comportements ne soient pas en phase avec un engagement suffisant des élèves, et malgré tout, il y a du travail, et c'est intéressant, avec un point de vue extérieur, de repérer ça, de repérer ces engagements-là. Divergence à minima, c'est là où c'est le plus fourbe, c'est de vous voir a priori concentré sur ma conférence et de savoir qu'en fait, vous êtes en train de regarder le match de rugby de la Coupe du Monde. Et que vous faites tout pour montrer de la présence et de la convergence, mais c'est un simulacre. Et on est souvent dans ces situations-là où les élèves ou les apprenants nous échappent avec des enquêtes à construire pour mieux comprendre ce que vivent les élèves et favoriser ces moments de convergence et non pas de divergence. Et puis les divergences manifestes, c'est ostensiblement du chahut. On n'en est pas là, je suis rassuré. Voilà, donc je travaille beaucoup sur ces questions-là, et puis je vais essayer de ne pas être trop long, hein, il me reste une dizaine de minutes.
Voilà, ça fait 10 ans qu'on développe ces laboratoires. Alors, ces laboratoires qui n'existent pas, et je suis vraiment, c'est mon travail maintenant, hein, de faire en sorte auprès du ministre, auprès de l'institution, de pouvoir faire en sorte que la formation continue ait un vrai statut, qu'on mette ces espaces qui n'existent pas dans les établissements. Et plus je passe dans les établissements, plus je vois qu'il y a un vrai besoin. C'est pas générer une couche de travail en plus, mais trouver des lieux où on va pouvoir, au fil de l'eau, construire, déconstruire, se réunir à plusieurs, que ça fasse partie de notre temps de travail, que ça soit intégré dans des emplois du temps et non pas le dimanche matin ou le samedi matin pour des collègues exemplaires qui viennent continuer de se former, et que la formation continue, elle a un vrai sens dans ces tiers-lieux, dans ces espaces apprenants, où les collègues vont pouvoir se réunir et travailler ensemble. Mais si ce n'est pas intéressant, éliminons les choses. Il n'y a aucune raison de forcer des enseignants en formation d'adultes à venir se former sur des choses qui leur semblent complètement, qui ne sont pas pertinents, à moins bien sûr de leur faire comprendre le sens même de la formation. Donc on a beaucoup travaillé sur des moments en présence, à distance, en petits groupes, accompagnement des débutants de manière duale, vous voyez, simplement en étant avec un prof un peu plus chevronné ou un autre débutant qui travaille avec un autre débutant, enfin d'une même matière, de matières différentes. On travaille également donc sur toutes ces méthodologies, mais il me semble que ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer dans ces... On est vraiment sur du workplace learning, hein, c'est tout un courant international très connu, et on se pose plein de questions avec Clémence Jacques notamment, qui est en train de faire sa thèse avec moi sur ces organisations apprenantes, de comprendre la place de l'individu, la place du collectif. Et vous voyez des mots que vous connaissez peut-être, ces collectifs de travail, ces communautés de pratique, ces communautés d'apprentissage professionnel, ces zones collectives de développement proximal, ces organisations apprenantes. Donc il y a toute une théorie de l'activité derrière ça. Si on travaille avec des psychologues, psychologie du travail, ou si on est avec Engenstrom, on est vraiment dans des épistémologies différentes. Donc il y a une vraie mouvance internationale, pour le faire vite et court. Excusez-moi d'être un peu rapide sur ces propos. La France est en retard par rapport à cette culture du workplace learning, et qu'il y a plein de pays qui sont bien plus en avance que nous dans leur façon de faire du travail enseignant un travail collectif, où on est comme les formats Lesson Studies, je ne sais pas si vous connaissez, et de plus en plus d'équipes se mettent sur ces modèles-là de Lesson Studies, où on co-prépare les cours, où le collègue arrive en disant « ne cherche pas à faire tes cours, on va tout te donner », et en EPS c'est exemplaire par rapport à ça. Mais qu'un prof de maths arrive en disant « voilà, tu prends tous les cours, tu fais avec, tu fais ce que tu veux, mais et puis si tu as envie d'avoir des consignes ou des éclairages, tu viens me voir quand tu veux ». Co-préparation, co-observation, ça vient du Japon, ça a été largement ensuite, ça a largement influencé les États-Unis. Co-intervention, c'est-à-dire que le cours est public, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait cours, qui accepte de faire cours, et puis il y a 15 observateurs qui viennent pas, ça rentre, ça sort, classe porte ouverte, et quand on arrive déjà dans un établissement scolaire à générer cette culture de l'observation, non pas méprisante, mais bienveillante, ça change beaucoup de choses. À partir de là, débriefing, et puis c'est un autre collègue qui reprend la suite, on repère les obstacles des élèves, et on va travailler finement sur des moments particuliers. C'est une autre culture, quoi. C'est un autre monde. Et je pense que si au départ ça peut être chronophage, les collègues qui travaillent en équipe, et vous êtes un certain nombre à travailler en équipe, ça fait plaisir aussi de se serrer les coudes et d'être face aux élèves avec les mêmes règles et avec un minimum de culture commune pour apaiser les situations scolaires et les conflits d'intérêts ou les conflits par rapport à des règles qui ne seraient pas suffisamment clairement identifiées. Mais ces collectifs, j'en connais plein. Il y a plein d'émergences, notamment dans les établissements d'éducation prioritaire de tout l'Hexagone, mais pas simplement d'éducation prioritaire, j'insiste trop sur ce point-là. Mais ce sont des collectifs qui ont des vies ou des développements particuliers. Et on essaye de comprendre avec Clémence, on a fait une sorte de grille à ce niveau-là, on essaye de comprendre à la fois à quel moment ce sont des collections d'individus, par exemple simplement les profs de PS dans leur coin, mais qui ne viennent jamais à la salle des profs, excusez-moi, des collectifs émergents avec déjà un minimum d'objets convergents, d'intentions convergents, des collectifs qui s'implantent avec un soutien de l'institution, avec peut-être des heures d'enseignement, des organisations, une mémoire par rapport à la vidéoformation, c'est-à-dire du matériel, et puis une organisation apprenante. Je fais une définition très courte de l'organisation apprenante. C'est à la fois une organisation qui est structurée par le travail des enseignants et l'impulsion éventuellement d'une équipe académique,
enfin d'une équipe au pilotage, donc le chef d'établissement et son équipe au pilotage, mais qui également qui est structuré et qui structure en même temps l'activité et qui garde une mémoire. Et lorsqu'il y a un turnover important, d'autres collègues peuvent venir dans cette organisation apprenante et finalement avoir des orientations possibles liées à ce qui a été déposé, ce qui a été construit. Et à un moment donné, j'ai presque tendance à dire que c'est quand il y a une culture de vidéo-formation dans un établissement, même si tous les leaders s'en vont, la culture reste dans les murs. Et on voit vraiment une sorte de tradition dans la façon de faire. Je suis un peu rapide à dire ça. Ce qui nous semble important, c'est de comprendre à la fois les principes de fonctionnement, quels sont les objets, les objectifs, le pilotage, la qualité ou non du pilotage, quel type d'organisation en termes d'espace, de temps, etc., quels sont les outils utilisés et quelles sont les visées en termes de professionnalisation. Et on essaye après de comprendre les conditions de pérennisation, comment ce collectif-là, qui est fragile, peut se stabiliser avec un soutien institutionnel, avec un certain nombre d'éléments. On a écrit des textes, hein, si vous voulez, en tout cas rentrer dans les détails de ça. Ce sont des outils, finalement, d'auto-positionnement des collectifs d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ici, on peut imaginer, il y a 2 niveaux ici, le développement professionnel individuel, c'était quand même plutôt mes premiers travaux, et maintenant de comprendre comment ces collectifs se déploient, comment ces collectifs vivent, avec parfois des rythmes de vie cyclotimiques, avec des crises, avec des collègues qui s'échappent, qui s'en vont, qui font autre chose. On a des collègues qui passent des thèses aussi et qui partent dans un autre monde, et comment on arrive à faire perdurer ces collectifs-là. Donc en fait, et ça va être presque la fin de mon exposé, c'est, si vous m'avez un peu compris, je vais essayer de le résumer en étant au risque d'être un peu redondant, ça concerne les enseignants. Bien sûr, j'ai parlé très peu des élèves, mais je pense que toutes les thématiques qui vont être proposées des ateliers vont être au cœur même de ces situations d'enseignement-apprentissage. Je suis actuellement de plus en plus sur une sensibilisation des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des inspecteurs par rapport à ça. Et que ce sont eux qui sont... Alors bien sûr qu'il y a aussi des orientations ministérielles plus ou moins favorables, des orientations ministérielles qui ne prennent pas encore suffisamment au sérieux cette formation continue et ce développement professionnel continu à construire. Mais les collègues, pour la plupart, sont de plus en plus sensibles à ces problématiques-là. Et si on se repositionne dans cette dynamique du workplace learning, où dans tout métier, on met en place des situations d'analyse du travail à des fins, non pas simplement de rendement, mais pour que les collègues, les travailleurs reprennent la main sur leur travail, je pense qu'on peut être assez optimiste sur les 10 ans à venir et vous dire que ce que je vous montre là, qui est à la fois assez basique, ça pourrait certainement être développé plus largement dans les années à venir. Et ça oblige bien sûr à réfléchir à ces équipes intercatégorielles et puis à tous ces statuts de personnes de tout poil, pas encore assez reconnus par l'institution, les formateurs, les coordonnateurs, les conseillers et bien sûr les formateurs de formation initiale. Je rêve d'avoir ces lieux et c'est un projet d'investissement d'avenir, un plan d'investissement d'avenir qu'on a déposé, où on est vraiment sur des nouveaux rôles, des nouvelles alliances. Alors, je crois que là-dessus, et je vais être un peu offensif, hein, c'est-à-dire que je ne parle pas bien sûr d'éducation physique, je ne parle pas des IAIPR en EPS et des IG en EPS qui sont très sensibilisés, et M. Canvel ici présent, je pense, sera dans la même veine, très sensibilisé à la professionnalisation et à la nécessité de faire une formation continue robuste. Je crois qu'il y a vraiment encore un travail à faire pour que ces inspecteurs deviennent vraiment, alors excusez-moi, les mots sont peut-être un peu faibles ou un peu forts, je ne sais pas en fait, au service des situations scolaires, dans les établissements scolaires, que ce soit vraiment des personnes ressources qui, bien sûr, auront des rôles ou des fonctions académiques, mais qui pourraient alimenter, animer, faire des inspecteurs, des passeurs, entre la recherche de plus haut niveau, mais aussi au plus proche des activités ordinaires des élèves et des enseignants. Je développe actuellement des expérimentations où une IUN, c'est une inspectrice du 1er degré, lance un vidéolab neurosciences, neuroéducation, gestes professionnels. Et c'est toute la circonscription des profs des écoles qui maintenant, avec bien sûr des volontaires, hein, la vidéoformation, il faut démarrer par des collègues volontaires, bossent sur que nous apprennent les neurosciences ou la neuroéducation par rapport aux apprentissages des élèves et dans quelle mesure je pourrais en prendre compte dans la mise en place de mes scénarios de formation, d'enseignement, pardon, et sur les gestes directement avec des impacts sur mes gestes professionnels. Donc avoir ce double regard de didactique pro
et un regard plus scientifique par rapport aux résultats de la recherche, ça me semble complètement pertinent. Et là, je pense que les meilleures personnes, excusez-moi, mais ce n'est pas les meilleures, les personnes qui peuvent vraiment jouer un rôle décisif, ce sont les inspecteurs, et qui pourraient avoir ces rôles de facilitateurs par rapport au développement professionnel. Bien sûr, ça oblige à changer de culture, non pas dans une culture de la verticalité et d'une évaluation des équipes, mais dans la culture d'un accompagnement en étant avec les enseignants. Et ces IUN, l'IUN dont je parlais, insiste beaucoup sur le fait qu'elle apprend avec les enseignants. Elle dit, je ne sais pas forcément où on va, je garde un cap institutionnel, mais je trouve que c'est le meilleur moyen d'être avec les enseignants pour pouvoir les accompagner et faire en sorte que, au plus grand profit des élèves, bien sûr. Oui, pas de souci. Donc là, c'est tout le travail qu'on mène sur ces différentes observations. Et puis je vais terminer très rapidement en disant, vous l'avez, j'espère, compris, qu'il faut arriver à construire ces nouvelles formes d'accompagnement. Il faut outiller l'analyse des situations d'enseignement-apprentissage et mobiliser donc les enseignants d'EPS, vous mobiliser, soit à prendre ces rôles dans les établissements, soit à prendre ces rôles sur la formation initiale et continue, mais c'est aussi, il faut que l'institution reconnaisse cela. Et dans les PPCR, hein, vous voyez, dans les parcours de reconnaissance professionnelle, il me semble que c'est important que dans une carrière, toutes les fonctions au développement professionnel soient reconnues et qu'on puisse avoir des vraies carrières avec ce type, en tout cas, de progressivité. Voilà. Puis pour les gens, excusez-moi, je fais un peu de pub sur... c'est le bouquin le plus récent que qui résume un peu ces travaux-là, vient d'être publié en septembre. Et puis on a ça peut être aussi vous intéresser pour les collègues qui sont intéressés par ces problématiques, des édubrefs, par exemple avec Clémence Jacques à l'Institut français d'éducation. Vous cliquez édubref janvier 2019 et vous avez par exemple ce 4 pages qui résume les problématiques de la formation dans les établissements, de la vidéoformation avec une vraie bibliographie qui permet d'aller plus loin. Merci pour votre écoute.